Bonjour à tous. Alors, je veux d'abord vous souhaiter une bonne année et tous mes vœux de réussite pour tout ce que vous vous souhaitez. On va commencer cet atelier de transition écologique. Alors, c'est l'ancien nom dans l'emploi du temps, mais il se trouve que ça sera sous forme d'une conférence. Vous avez vu dans l'emploi du temps qu'il y a 2 séances qui sont réservées cet après-midi à ce module. Alors, ça fait suite à ma récente prise de position comme référent de développement durable et responsabilité sociétale de l'école. J'ai pris le relais de Vincent Maioli qui souhaitait se débarrasser de cette tâche. Il se trouve qu'avec un collègue, Édouard Laroche, j'interviens dans un cours d'ingénierie durable dans le département I2S depuis 2009. Donc on a maintenant 15 ans de recul sur ces thématiques-là. Alors ce cours, c'est plutôt une boîte à outils technologique pour la transition énergétique, donc c'est quelque chose d'un peu plus focalisé que cette intervention que je vais vous faire. Par contre, cette intervention que je vais vous faire cet après-midi sous la forme d'une conférence que je souhaite la plus interactive possible, vous allez voir les modalités que ça va prendre. Et donc cette conférence se nourrit en fait des 15 années d'expérience de ce cours d'ingénierie durable où un certain nombre de questionnements des étudiants nous ont été posés parce qu'il y avait des séquences interactive, de discussion. Et c'est un peu une compilation. Et pour ceux qui choisissent ensuite le département I2S et qui ont choisi le cours d'ingénierie durable, vous pouvez considérer ça comme une introduction. Alors, afin de mieux vous connaître et de mieux connaître vos points de vue sur ces questions-là, également pour vous de voir comment vous vous situez avec votre propre opinion par rapport au groupe, par rapport à votre promotion, je vous propose tout d'abord un petit questionnaire. Donc, je vais vous laisser 5-10 minutes pour remplir ce questionnaire. C'est des questions, il n'y a pas de piège, c'est vraiment répondez honnêtement. C'est totalement anonyme. N'ayez pas peur, il n'y a aucune collecte de nominatif qui est faite. Vous pouvez faire ce questionnaire en mode navigation privée de votre navigateur si vous avez peur par rapport aux données RGPD, tout ça. Donc il n'y a absolument pas de souci de ce côté-là. Et à l'issue de ce questionnaire, on va dépouiller les résultats qui apparaîtront sous forme essentiellement de camembert. Et on va analyser aussi ça nous donnera une idée, enfin à vous, à moi, de l'opinion générale sur certains sujets, sur certaines thématiques en lien avec cette intervention. Et ça me permettra d'adapter mon cours, enfin ma conférence, enfin mon intervention, en fonction de vos points de vue. Donc je vous laisse flasher ce QR code si vous n'avez pas d'appareil photo, pas de smartphone. Il y a un lien qui est relativement court que vous pouvez saisir à la main, sur un ordinateur éventuellement. Et je vous laisse 10 minutes à peu près, et on dépouillera ça en temps réel à l'issue. Ok, donc on a presque tout le monde là. On va commencer le dépouillement. Alors, première question, pensez-vous que les problèmes environnementaux vont peser sur votre future carrière d'ingénieur ? Vous êtes largement majoritaire à penser que ça va peser beaucoup. Certains pensent plutôt un peu. Vous êtes minoritaire à penser pas du tout. Et minoritaire à ne pas savoir, mais c'est légitime de ne pas savoir, effectivement, ça dépend peut-être des métiers aussi. Pensez-vous que l'ingénieur a un rôle à jouer pour régler certains problèmes environnementaux ? Là, vous êtes 3/4 à peu près à penser que oui, beaucoup, que vous aurez un rôle déterminant dans cette transition écologique. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Vous avez encore un esprit positif, vous y croyez. Sachant que la technologie est à l'origine de la plupart des problèmes environnementaux, pensez-vous que la technologie peut régler les problèmes qu'elle a engendrés? Donc ça, c'est déjà un peu plus philosophique comme question, et qui est en lien finalement avec les questions précédentes. C'est aussi pour vous inciter à réfléchir, hein, ce questionnaire. Et donc la présentation va traiter ces points-là, hein, va justement aborder ces questions un peu plus générales, qu'on se pose rarement en tant qu'ingénieur. Et là, vous êtes un peu plus mitigé qu'avant, hein, donc vous pensez, seul un tiers pense que la technologie va beaucoup contribuer à régler les problèmes environnementaux, hein, donc déjà là, il y a une petite dissonance par rapport à la question d'avant, hein, je ne sais pas si vous voyez, et c'est intéressant. Pensez-vous qu'on exagère les problèmes environnementaux? L'immense majorité pense que non. Donc manifestement, vous n'êtes pas climato-sceptique ou voilà, vous ne remettez pas en cause les données du GIEC notamment. Donc ça, vous êtes en fait, c'est plutôt atypique comme résultat parce qu'il se trouve que votre génération globalement, hein, là on a un échantillonnage qui n'est pas représentatif, sont plus climato-sceptiques que la génération d'avant. Hein, les 18-25 ans sont en moyenne plus climato-sceptiques que les 25-35 ans. Donc là, vous n'êtes pas représentatif de cette tendance. Pensez-vous que la nature est intrinsèquement hostile et qu'il est nécessaire de s'en protéger? Alors ça, c'est des questions par rapport aux discussions qu'on a eues dans le cours d'ingénierie durable. C'est une question qui a été posée lors d'une discussion. Donc je voulais savoir s'il y en avait d'autres qui partageaient ce point de vue. Et effectivement, un peu pensent que la nature, si on la laisse faire, elle peut être hostile, effectivement. Mais la majorité, quand même, pense le contraire, pas du tout. Croyez-vous au changement climatique? Alors, nous avons nous n'avons pas de climato-sceptiques, hein, dans ce camembert, ce qui est quand même une bonne chose. Il y a 12,5% qui croient un peu, donc qui demandent à voir sans doute, qui se disent qu'il fait sans doute très froid en ce moment et qui ne voient pas où est le réchauffement climatique. Enfin non, là j'exagère, de caricature. Mais enfin, c'est les choses qu'on peut entendre, sans doute pas de vous. Pensez-vous qu'on va fatalement droit dans le mur? Alors ça, c'est une question que je pose parce que c'est des réflexions qu'on nous a faites avec mon collègue et à moi-même. Dans ce cours d'ingénierie durable, on pose cette question tous les ans et on a une fraction grandissante d'étudiants qui pensent que tout est foutu, on va droit dans le mur, on ne peut rien faire. Alors là, on a quand même des statistiques significatives sur 85 personnes. Vous êtes beaucoup et un peu et beaucoup représentent l'immense majorité quand même. Hein. Pas du tout, c'est une minorité, donc vous êtes quand même assez pessimiste ou fataliste, je ne sais pas comment on pourrait dire. Hein. Et ce qui correspond effectivement au ressenti qu'on a eu dans ce cours. Et c'est une évolution, c'est ce qui est intéressant, c'est comme on le fait depuis 15 ans. Au début, on n'avait pas ça. Au début, les étudiants y croyaient. Et au fil des années, effectivement, on a vu le fatalisme qui augmentait. Et là, je dois bien conclure de ce camembert que ouais, c'est une tendance qui est générale au niveau de votre génération. Ces dernières années, un nombre d'étudiants ingénieurs ont décidé de déserter. Alors, juste après leur diplomation, c'est-à-dire changer complètement de voie en privilégiant une activité qui a du sens à leurs yeux. Vous sentez-vous proche de ces déserteurs? Alors là, c'est très partagé. C'est sans doute le camembert le plus partagé de tous pour le moment. Il y a quand même 25%, un quart, un bon quart qui ne se sent pas du tout proche de ces déserteurs. Il y en a quand même 30% qui ont qui comprennent un peu cette démarche. Il y en a un quart qui comprend beaucoup cette démarche, donc qui est dans cette presse peut-être qui vont déserter du coup à l'issue de leur scolarité, et 15% qui ne savent pas. Alors les questions sont liées, hein, c'est un enchaînement. Hein, donc la question juste après,
elle est liée à la question d'avant, parce que les déserteurs veulent, enfin il y en a certains qui souhaitent se mettre en marge de la société, donc avec une démarche de refus de la technologie, par exemple. Et donc pensez-vous qu'on peut vivre complètement en retrait de la société, comme le proposent certains déserteurs? Donc là, on a à peu près, on a des avis aussi partagés, hein, donc une majorité quand même de pas du tout, ce qui est quand même assez rassurant. Mais si on additionne les un peu et les beaucoup, ça représente plus de la moitié. Hein. Donc voilà, la question d'après, finalement, et les questions d'après vont peut-être éclairer ce point de vue-là. La première, c'est, avez-vous déjà entendu parler du mouvement Anti-Tech Résistance, qui est quand même un groupuscule, mais qui a fait parler de lui récemment dans l'actualité, et qui est quand même, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein. Au XIXe siècle, on avait les luddites qui refusaient les machines. ATR, c'est un peu un reboot des luddites dans les années 2020. C'est pas une idée nouvelle, mais elle est généralisée à toutes les technologies, alors qu'avant, c'était ciblé sur les machines. Et là, vous êtes nombreux à ne jamais avoir entendu parler de ce mouvement. Un peu, beaucoup, ça représente à peu près 10%, je dirais. Ouais, c'est ça, 10%. Alors, parmi ces technologies, cochez celles auxquelles vous seriez prêt à renoncer. Hein, donc ça s'adresse par exemple à ceux qui ont une sympathie pour les déserteurs. Donc est-ce que vous êtes capable de joindre les idées aux actes? Et donc il y en a quand même 12 parmi vous qui seraient prêts à se passer de leur smartphone, ce qui est quand même assez remarquable, je trouve. Seulement 2 qui seraient capables de se passer d'Internet. Bon. Ce qui est assez logique. Hein. Alors, l'imagerie médicale et les soins dentaires, vous n'êtes pas nombreux à vouloir vous passer de ces technologies-là. Les textiles synthétiques, quand même, là, vous êtes très nombreux. Les puces graphiques, donc j'imagine qu'il y a pas mal de gamers parmi vous qui ne voudraient pas se passer de leur carte NVIDIA. Mais il y en a quand même 17 qui pourraient sauter le pas. Les outils d'intelligence artificielle n'ont pas la cote, manifestement, parmi vous, étonnamment, sachant que 45 d'entre vous seraient prêts à se passer de ChatGPT, Gemini et consorts, ce qui est quand même assez intéressant. Les casques à réduction de bruit, ça c'est effectivement assez anecdotique comme technologie. La vidéo en streaming, donc un certain nombre seraient capables de se priver de ça. La montre connectée, alors là, oui, on voit bien où sont les gadgets, hein, la trottinette électrique, le four à micro-ondes, ça c'est quand même un peu plus utile, surtout pour un étudiant. Le sèche-linge qui consomme énormément d'énergie, le lave-linge, là pour le coup, beaucoup moins, effectivement. Et un SUV, effectivement, le SUV est toujours présenté comme étant le véhicule anti-écolo par essence, donc c'est normal d'avoir un taux aussi élevé. Est-ce que les problèmes environnementaux sont une source d'anxiété pour vous? Alors, un peu et beaucoup, ça représente presque 2/3, ce qui correspond à ce qu'on a observé dans le cours d'ingénierie durable, effectivement. Et globalement, je pense, votre génération est de plus en plus anxieuse par rapport à ces problématiques. Et c'est justement quelque chose que j'espère pouvoir adresser, disons, dans cette intervention. Elle ne sera pas anxiogène, enfin je l'espère. En tout cas, sa deuxième partie, le but c'est de donner un peu d'espoir, contrairement à bon nombre de présentations d'autres conférenciers qui souvent s'arrêtent au constat et ne proposent pas de pistes de solutions. Je ne dis pas que j'ai les solutions, hein. Je vais vous proposer des pistes de solutions, des pistes de réflexion qui vont alimenter votre propre réflexion. Est-ce que les problèmes environnementaux sont une source de colère pour vous? Un peu, beaucoup, ça représente 3/4 quand même. Donc vous êtes plus en colère qu'anxieux, ce qui est assez sain à mon avis, parce que la colère, c'est une réaction. C'est une réaction à quelque chose d'insupportable, donc qui conduit ensuite normalement à de l'action. Donc c'est plutôt sain
comme démarche, on va dire. Est-ce que les problèmes environnementaux sont une source de désespoir? Alors, vous avez autant de colère que de désespoir. Alors, c'est peut-être pas les mêmes dans ces camemberts-là. Voilà, effectivement, ça rejoint sans doute le premier, l'anxiété, le désespoir. Et enfin, de motivation, et là, c'est plutôt rassurant, il y a 2/3 qui se sentent un peu ou beaucoup motivés par ces problématiques. En effet, quand il y a problème, on cherche des solutions, et à votre âge, vous êtes sans doute la génération qui sera aux premières lignes pour essayer de trouver des solutions concrètes à ces problèmes, parce que notre génération, la génération d'après, on a beaucoup parlé, mais maintenant il s'agit d'agir, et ça sera vous qui serez aux manettes. Connaissez-vous le point de vue de ces personnalités? Cochez celles dont vous connaissez les idées, même partiellement. Alors, le premier, c'est Jean-Marc Jancovici, ce qui n'est pas étonnant, c'est le président de Shift Project, c'est sans doute le plus ancien des orateurs sur ces questions-là. Donc là, vous êtes 56 à connaître ces idées. Le deuxième, c'est Aurélien Barraud, qui lui s'est fait connaître à partir des années 2018 à peu près, qui a fait la tournée des écoles d'ingénieurs, des facultés, il était même au Conseil de l'Europe. Enfin, c'est une personnalité qui n'est pas médiatique, mais qui est très présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, où il a une chaîne qui est suivie par beaucoup d'abonnés. Donc ce n'est pas étonnant que, effectivement, vous le connaissiez. Par contre, vous connaissez beaucoup moins Pablo Servigne, Philippe Biwix, Arthur Keller et Olivier Hamant, et on va en parler justement dans ce cours parce qu'ils ont un point de vue moins anxiogène que les deux là que vous avez cités majoritairement, parce que ces deux-là, quand vous les écoutez, surtout Aurélien Barraud, à la fin vous tirez une balle. Êtes-vous engagé dans un mouvement politique ou associatif qui défend l'environnement? À 91% non. Alors bon, à votre âge, et étant donné que vous suivez des études d'ingénieur, vous n'avez pas forcément énormément de temps à consacrer à ce genre d'activité, mais on peut quand même noter que 9% d'entre vous sont engagés soit dans une démarche politique, soit dans une démarche associative pour la planète, ce qui est bien. Listez vos principales actions individuelles en faveur de l'environnement au quotidien. Pas de voiture, prendre les transports, pas d'avion, manger moins de viande, peu de consommation, je fais attention à mes déchets, la marche à pied, réduction consommation de viande, tri sélectif, consommation d'eau, d'électricité, des déchets, transport en commun, tri des déchets, transport en commun, limiter les achats de vêtements, consommer peu, faire le tri, opter pour des mobilités douces, pisser sous la douche, tri sélectif, peu de chauffage, transport en commun, Vinted, je ne prends pas la voiture, je prends le train, pas de fast fashion, tri sélectif, pas de voiture ni d'avion, vêtements de seconde main, avion, pas de voiture, peu de viande, peu de chauffage, transport en commun, je vais en cours à pied, sans plastique. Tri des déchets. Alors là, je vais dire ceux qui sortent de la moyenne, parce qu'on voit bien se dessiner un comportement moyen là. Éteindre l'eau de la douche quand je me savonne. Acheter des fruits et légumes, de l'agriculture durable. Achat reconditionné. Je prends le tram. Le compost, achat en friperie, réduire la climatisation, envie de mourir, donc moins de consommation, j'espère que c'est une boutade. Boycott d'Amazon. Utilisation du vélo, limitation de l'utilisation d'IA. Ça, c'est la première fois que je le vois, ça. Et pourtant, c'est pertinent, effectivement. Lombricomposteur, réparation des vêtements,
Lessive maison, manger local, faire de la sensibilisation autour de moi, ok, donc là vous avez une idée de ce que font vos camarades de la promo au quotidien et qui correspond effectivement aux recommandations pour les individus, pour notamment limiter l'élévation de température à horizon de 10 ans de 1,5 degré. Commentaire libre facultatif, à bas le capitalisme. J'adore votre voix suave, merci. Seul un changement de système, notamment économique, peut avoir un vrai impact. Bisous. Pareil. Je prends trop l'avion, vraiment c'est abusé. Et joyeux anniversaire, Cléo. Ok. Donc c'était intéressant, je pense que ça vous apporte aussi une idée, enfin un point de vue sur comment vous vous situez par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous saviez comment se situait votre positionnement par rapport à ces problèmes en fonction des autres. Sans doute vous en discutez, mais peut-être pas avec l'ensemble de la promo. Moi aussi, ça va me permettre de cibler mon discours sur certains points qui sont apparus dans ce questionnaire, et notamment votre éco-anxiété qu'on va essayer d'adresser, de traiter, si possible, dans cette présentation. Alors, on va commencer par un point de vue historique. Donc, pour ce que nous a enseigné en fait le fait de faire le cours d'ingénierie durable, c'est de constater qu'en fait à votre âge, on ne s'en rappelle plus parce qu'on était pareil à votre âge, vous avez assez peu de culture générale, en moyenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains qui s'informent, qui lisent l'actualité, qui connaissent l'histoire et qui ont le temps ou dont c'est la passion. Ça peut arriver, mais en moyenne, vous avez une culture générale à vos âges, ce qui est normal, qui est relativement limitée, et notamment, vous n'avez pas la perspective générale du problème. Et une perspective générale, c'est aussi la temporalité du problème. Donc la temporalité, il faut un peu prendre de recul et au moins considérer les grandeurs, les évolutions sur une centaine d'années. Donc de quoi on parle? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça diverge maintenant? Pourquoi ça devient problématique maintenant? Et donc, on peut s'intéresser à la consommation énergétique globale depuis 1800. Donc là, on remonte plus de 200 ans en arrière. Et donc, vous voyez qu'entre 1800, c'est le début de la révolution industrielle, donc le début de la machine à vapeur, si vous voulez. Et vous voyez qu'entre 1800 et 1900, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de consommation d'énergie. Alors là, je focalise tout de suite mon discours sur l'énergie parce que ça va être central dans ma présentation. C'est une position qui a été affinée aussi dans le cours d'ingénierie durable et qui est partagée par d'autres, chercheurs du domaine, qui considèrent que le problème est avant tout un problème énergétique et potentiellement d'entropie qui augmente en raison d'une surconsommation d'énergie. C'est pour ça que je fais ce focus sur l'énergie. Et on voit qu'effectivement, à partir de 1900 jusqu'à 1975 ou 74, c'est le choc pétrolier, on a une croissance qui peut être considérée comme exponentielle. Et ensuite, ça a l'air d'être plus linéaire, donc à partir des années 70 jusqu'à actuellement, avec des soubresauts qui sont liés au Covid, par exemple, ou à la crise économique de 2008. Mais c'est vraiment des épiphénomènes. Là, si vous dézoomez, on voit bien que même le Covid, là, sur cette courbe, c'est 3 fois rien. Vous vous rappelez le monde d'après? Vous voyez le petit sursaut, là, juste avant 2000, là, celui-là, là. Ça, c'est le Covid, là.
Donc le monde d'après, il est vite revenu au standard du monde d'avant, hein, en tout cas en termes énergétiques. Et quand on dézoome, on le voit bien. Hein. Alors, on peut aussi s'intéresser à l'aspect géographique. Hein. Donc là, c'est le temps, un dézoom dans le temps. Là, c'est un dézoom géographique. Hein. Donc, on a le planisphère du monde avec des couleurs qui correspondent à la consommation d'énergie par personne en 2010, mais ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et on voit bien, et on le savait déjà, ce n'est pas un scoop, que les États-Unis, mais pas que, hein, il y a également l'Arabie Saoudite, l'Australie aussi, ici la Norvège également, mais bon, grosso modo en termes de population, c'est surtout les États-Unis qui sont des énormes consommateurs d'énergie par tête de pipe. En France, on n'est pas beaucoup mieux, on est un peu mieux, on est en rouge, on est comme la Russie ou alors la plupart des pays nordiques par exemple. Et de l'autre côté du spectre, on voit l'Afrique, en tout cas l'Afrique plus centrale, hein, mais même globalement l'Afrique à part, toute l'Afrique hein, en moyenne consomme beaucoup, beaucoup moins que les pays dits industrialisés. Donc ça, c'est un dézoom spatial plutôt. Alors, si on fait un peu le bilan là, donc en 1800, le monde consommait 0,65 gigawatts an. Alors, je ne sais pas combien, si vous savez si vous connaissez la puissance d'un réacteur nucléaire. Récemment, on a allumé Flamanville suite à l'EPR de Flamanville. Hein, c'est bon, maintenant, il peut fonctionner à pleine puissance. Vous savez quelle est la puissance de Flamanville? De l'EPR, celui qui a mis 12 ans à être construit et qui a fait x4 sur son budget. Non, c'est pas au courant. 1,6 gigawatts. Et donc en moyenne, si vous moyennez tous les réacteurs, Fessenheim c'était 900 mégawatts, donc si vous moyennez sur tous les réacteurs français, on est à peu près aux alentours de 1 gigawatt. Et donc le monde consommait moins qu'un réacteur nucléaire en 1800, je ne sais pas si vous voyez. Un réacteur nucléaire, juste un, hein, à Fessenheim il y en avait plusieurs, hein, juste un aurait suffi à fournir toute l'énergie du monde en 1800. Par contre, en 2025, il en faudrait 21 350. Mais évidemment, on n'a pas 21 350 réacteurs en 2025. Hein. Ça, c'est si toute l'énergie du monde était fournie par fission nucléaire. Hein, c'est une vue de l'esprit. En fait, il n'y a que 5% de l'énergie mondiale qui est fournie par des centrales nucléaires. Si on fait un focus depuis 1970, qui est la date du premier choc pétrolier, on observe une croissance annuelle de la consommation d'énergie du monde de 3%, plus 3% tous les ans. Plus 3%, c'est une suite géométrique de raison 1,03, qui s'écrit UK est égal à U0, donc la consommation initiale, fois 1,03 à la puissance K, qui peut aussi s'écrire U0 exponentielle de 0,0296 K. C'est bien une fonction exponentielle, c'est bien une croissance exponentielle. Et si on s'intéresse à ce qui se passera dans 25 ans, on peut calculer U de 25 avec U de 0 qui vaut 1. Et là, on observe qu'en 25 ans, avec 3% de croissance de la consommation par an, on double la consommation énergétique en 25 ans, ce qui est énorme. Et donc, entre 1800 et 2025, on a une multiplication de la consommation énergétique du monde par 33 000. Et c'est ça le problème. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout revient toujours à l'énergie. Là, on a la fluctuation de la croissance de la consommation d'énergie tous les ans depuis 1970. Hein, et alors ça fluctue beaucoup, hein, c'est clair. En 2008, il y a eu une baisse. Hein, ça, c'est le premier choc économique, hein, la crise économique de 2008. Et puis 2020, c'est le Covid. Hein.
Donc on voit, bon, mais si vous faites la moyenne, ça fait à peu près 3%. Alors, parlons d'entropie. Certains physiciens pensent que nous vivons dans une crise anthropique. Alors je rappelle le deuxième principe de la thermodynamique, toute consommation ou transformation d'énergie utile est un processus irréversible qui se traduit obligatoirement par une augmentation de l'entropie totale de l'univers. Alors, totale de l'univers, ça c'est important, parce que nous, on est juste une fraction de l'univers. Et ce qui nous intéresse, bon, à la limite, on se moque d'augmenter l'entropie de l'univers, du restant de la Terre. Par contre, on n'a pas trop envie d'augmenter l'entropie de la Terre, parce que l'entropie, c'est aussi une mesure du désordre. Et donc, la biosphère, si on considère juste la biosphère, elle est localement négantropique. Ce qui veut dire que la biosphère crée de l'ordre. Si vous laissez faire de la nature, elle va s'organiser, s'auto-organiser, donc elle va devenir plus ordonnée. Par contre, lorsque vous la détruisez, lorsque vous la brûlez, lorsque vous coupez des forêts, globalement, ça crée du désordre, localement en tout cas, et c'est en général dopé, ce désordre, par les énergies fossiles. On peut détruire la biosphère uniquement parce qu'on a des esclaves mécaniques qui sont alimentés en général par des énergies fossiles. Donc si je résume, l'énergie est nécessaire aux activités humaines grâce à la technologie et globalement, en schématisant, transforme l'environnement qui est un système qui s'auto-organise, qui est négantropique, qui va convertir, transformer cet environnement. Mais c'est un schéma, c'est vraiment pour grossir le trait, évidemment. Mais bon, voilà, si vous pouvez retenir ça, je pense que c'est pas mal. Et donc les activités humaines dopées par l'énergie vont transformer l'environnement en déchets si on ne fait rien. Alors comment est-ce qu'on peut faire diminuer l'entropie ? Et peut-on faire diminuer l'entropie ? Alors en tant que physicien, vous devriez savoir que l'entropie ne diminue jamais, l'entropie de l'univers ne peut pas diminuer. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on peut mesurer le temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas en physique, à part pour l'entropie qui a vraiment un sens. L'entropie n'arrête pas d'augmenter. Et donc, la réponse longue, le recyclage diminue localement l'entropie du produit recyclé, certes, mais il augmente l'entropie globale parce qu'il consomme de l'énergie pour la collecte, le tri, le nettoyage, la transformation. Alors, ok, il limite la vitesse d'augmentation de l'entropie globale. Il utilise généralement, mais ce n'est pas toujours le cas, moins d'énergie que l'extraction, le transport et la transformation de matières premières vierges. Donc c'est en général moins consommateur d'énergie, par exemple, de recycler le verre plutôt que de collecter du sable, de le fondre et de refaire des bouteilles. Mais parfois, ce n'est pas évident, notamment pour le plastique. Donc ça consomme de l'énergie malgré tout, mais ça en consomme un peu moins. Et donc, ça augmentera un peu moins le désordre. La réparation est presque toujours préférable au recyclage. Donc ça fait écho à toutes vos remarques, tous vos gestes au quotidien pour préserver la planète. Il y en a beaucoup qui mentionnent le recyclage, la réparation des vêtements, la seconde main. Donc là, c'est totalement pertinent au regard de l'entropie. Alors, on va maintenant parler d'ordre de grandeur. Vous savez peut-être que d'autres diplômes font l'atelier d'Eutone. Donc, ça fait partie aussi des compétences que je souhaite transmettre au travers de cette présentation. Donc, en gros, je vais vous faire un condensé de ce que vous pourriez apprendre en faisant cet atelier-là, avec quand même cet éclairage plus énergétique. Et donc ça, c'est cette partie de la conférence là qui va se focaliser là-dessus. Donc, parmi les 9 limites planétaires qui sont listées là sur ce schéma, on en a 6 qui sont dépassées, dont 4 qui sont en risque élevé.
le changement climatique est le risque majeur, le risque le plus important avec les dépassements les plus importants. Mais on a également l'érosion de la biodiversité, les perturbations des cycles biogéochimiques et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Donc les deux derniers, c'est les polluants agricoles, les pesticides et les engrais notamment. Donc on a raison de se focaliser sur le changement climatique parce que c'est le risque le plus important et il est imminent. On va faire un calcul pour voir à quel point c'est potentiellement imminent. Mais il y a tout le reste. On ne peut pas limiter les choses au climat. C'est un problème plus vaste. Alors, l'atelier d'automne, justement, porte son nom parce que c'est un objectif. D'automne, c'est l'objectif à terme d'émissions de CO2 par personne et par an lorsqu'on divise la quantité de CO2 émise totale du monde par la population mondiale. Alors, est-ce que cet objectif est toujours d'actualité ? Alors, déjà, quel est l'objectif en termes de climat ? L'objectif, c'est de limiter l'augmentation de température à plus 1,5 degré. Pour ça, les climatologues ont fixé un budget restant d'émissions de CO2 qui actuellement est de 235 gigatonnes de CO2. La population mondiale actuelle est évaluée à 8 milliards d'individus et également on considère que les puits de carbone, parce qu'il faut s'intéresser au bilan net, les puits de carbone, notamment les forêts, mais pas que, les océans aussi dans une certaine mesure, absorbent 10 gigatonnes de CO2 par an. Donc en régime permanent, l'objectif doit être défini par rapport à cette capacité d'absorption des puits de carbone. Donc en régime permanent, quand on aura atteint l'objectif, quand on aura fait décroître les émissions de CO2, il faudrait que par individu, on ait 10 gigatonnes de CO2 divisé par 8 milliards d'individus qui nous donneront donc les émissions par personne et par an. Donc ça correspond à 1,5 tonnes de CO2 par personne et par an. On est un peu en dessous, même beaucoup en dessous des 2 tonnes, de l'objectif des 2 tonnes. Ensuite, pour savoir combien de temps on a, finalement, jusqu'à avec ce capital, avec ce budget restant, combien de temps il nous reste si on veut effectuer la transition, et considérant par exemple le scénario de 1,5 degré d'augmentation de température, donc c'est une courbe d'évolution des émissions de CO2 en partant de la valeur actuelle qui est de 43 gigatonnes de CO2 jusqu'à 0. Et ça, c'est les valeurs nettes. Donc, on peut calculer en fait la durée de cette décroissance pour laquelle la zone grisée là correspond au budget qu'on a, 235 gigatonnes. Et quand on fait ce calcul, donc 43 fois n qu'on cherche, 43, on parle de 43, fois n, donc là c'est la base, ça c'est la hauteur, on divise par 2, parce que la surface c'est la moitié là, la surface du rectangle, enfin c'est la moitié de la surface du rectangle, et ça c'est égal à 235, le budget qui nous reste. N, quand on fait le calcul, il vaut 11 ans. Donc on a 11 ans devant nous. C'est pas beaucoup, et ça c'est dans le scénario plus 1,5 degré d'élévation de la température globale de la planète. Alors, on a vu, donc l'objectif c'est 1,5 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est vraiment pas beaucoup. Pour vous donner des valeurs relatives, pour vous permettre de comparer ça à la situation actuelle, actuellement un Français émet 9 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc voilà, c'est divisé par 8 à peu près.
Et donc, c'est un sacré challenge. L'émission moyenne actuelle d'un Américain, c'est 14, comme on l'a vu sur la première carte. Et l'émission moyenne d'un Terrien, donc en incluant tous les pays qui consomment très peu, comme l'Afrique, c'est 5 tonnes de CO2 par an. Mais c'est encore supérieur à l'objectif de 1,25. Cette limite d'une tonne, comme on l'a vu, n'adresse que le problème du réchauffement climatique. Et cette limite suppose que les émissions nettes tombent à zéro à horizon de 11 ans. Donc il y a quand même quelques hypothèses là. La neutralité, bon, c'est un peu plus qu'un, c'est 1,25. Bon, mais on peut arrondir. La neutralité carbone n'implique pas forcément la neutralité des déchets, de la pollution. Donc il faut bien faire le distinguo. Le carbone, c'est le climat. Mais c'est le problème le plus urgent. La décarbonation de la production d'énergie est l'urgence à court terme. À moyen terme, baisser la consommation d'énergie pour limiter l'augmentation de l'entropie. Donc ça, à moyen terme, une fois qu'on aura réglé déjà les problèmes climatiques, il faudra ensuite régler le problème de tout le reste de l'augmentation de l'entropie, et notamment l'augmentation des déchets et de la pollution de l'environnement et tous les autres critères de bonne santé de la planète. Et si on convertit une tonne de CO2 en énergie, ça représente, avec le mix énergétique actuel, typique, 1,5 MWh. Donc ça vous donne une idée, donc c'est 1,5 MW, c'est beaucoup, pendant 1 heure. Bon, en général, un foyer, ça consomme un maximum de 6 kW. Donc on peut, si on conserve juste l'électricité, donc ça vous donne un ordre de grandeur. Mais évidemment, vos véhicules, c'est plutôt du 80 kW. Donc quand vous circulez pendant 1 heure, ça fait déjà 80 kWh. Alors, quels sont les leviers ? Le principal levier de la décarbonation est au niveau des énergies fossiles, sachant qu'actuellement, dans le mix énergétique, les énergies fossiles représentent presque 90% du mix. C'est énorme. Et dans ce mix, dans ces 90%, on a 33% de pétrole, 28% de charbon et 25% de gaz naturel. Alors, les énergies décarbonées en face, elles sont négligeables. Elles représentent actuellement, enfin, bon, pas tout à fait négligeable, 13,4%, c'est pas négligeable, mais voilà, c'est pas suffisant, clairement. L'hydroélectricité représente 2,7% et l'éolien, le solaire, la biomasse et la géothermie représentent 5,5% quand on les additionne. Et le nucléaire, là-dedans, représente 5,2%. Ce 5,2%, je pense qu'il est important de le retenir pour le nucléaire, parce qu'on dit souvent, oui, le nucléaire, c'est la solution, mais on peut difficilement augmenter ce 5,2%. Parce que ça, c'est lié aux ressources en matière fissible. Et donc, tant qu'on n'aura pas la fusion nucléaire, qui, elle, utilisera du deutérium qui est présent en grande quantité dans les océans, on ne pourra pas beaucoup augmenter ce 5,2%. Donc, c'est quand même un levier assez limité, le nucléaire. Alors, donc dans le mix, le levier principal, c'est le pétrole. Et le pétrole, il sert à alimenter quoi prioritairement ? Les déplacements. La mobilité représente 30% des émissions actuelles. Donc, pour agir là-dessus, il faut réduire. Et donc là, vous avez majoritairement répondu, effectivement, que vous faites des efforts pour prendre le train, pour habiter pas loin de votre lieu où vous travaillez, voilà, pour limiter les déplacements en avion, c'est totalement pertinent parce que c'est le principal levier, effectivement. À titre individuel, c'est l'impact le plus fort. C'est pas couper le Wi-Fi. Un routeur, ça consomme 10 watts. Par contre, un véhicule, ça consomme 80 kW, à peu près, en moyenne. Alors,
Réduction drastique des kilomètres parcourus, donc pour ça il faut une relocalisation des activités, peut-être le télétravail, sûrement. Report modal massif, marche, vélo, transport collectif, covoiturage, ok, ça c'est relativement clair et évident. Électrification du parc automobile combinée à une sobriété matérielle. Alors le combiné à une sobriété matérielle est important, hein, parce qu'actuellement, je pense que ça ne vous a pas échappé, les véhicules électriques, c'est la course à la puissance. On a des Tesla Model S qui font 0 à 100 en moins de 2 secondes, mais au prix d'une puissance électrique embarquée qui est colossale et au prix d'une batterie qui est aussi énorme en conséquence et qui va consommer énormément par exemple, de cobalt. Et qui va évidemment consommer aussi beaucoup d'électricité. Hein, et ça fait des véhicules qui sont relativement lourds. Pour moi, ce qu'il y a là derrière, hein, cette combiné à une sobriété matérielle, ça serait plutôt un véhicule qui ressemblerait à l'Ami. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, l'idée, c'est de ne pas avoir une grosse batterie, d'être très léger et pas forcément d'avoir des accélérations délirantes. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon... ok, on va réduire les émissions de CO2, mais on va déporter le problème. Réduction des vols aériens, surtout long courrier, remplacés par le train ou sobriété de la mobilité internationale. Donc ça, c'est effectivement le levier transport aérien. Et là aussi, apparemment, vous êtes bien sensibilisés là-dessus. Logement et énergie représente 25% des émissions de carbone. Donc là, bon, ça va vous concerner lorsque vous allez acheter une maison. Hein, il va falloir veiller à sa catégorie énergétique et si elle est mal classée, il faudra peut-être envisager des travaux de rénovation thermique notamment, parce que ça, c'est le levier le plus important. Donc isolation, ventilation, étanchéité, gestion passive des apports solaires, donc des grandes baies vitrées pour que ça chauffe avec la lumière naturelle quand il y a du soleil, évidemment. Chauffage décarboné, vous n'êtes pas sans savoir que les chaudières au fioul sont désormais interdites. L'installation de nouvelles chaudières au fioul est bannie, hein, est interdite maintenant, au profit de notamment des pompes à chaleur. Mais il y a aussi les réseaux de chaleur urbains. À Strasbourg, on a plusieurs réseaux de chaleur urbains. Par exemple, tous les immeubles à l'est de Strasbourg, quartier, COP, et en allant vers l'Allemagne, hein, sont alimentés, et à Altkirch aussi, là d'ailleurs, il y a des nouveaux immeubles qui sont alimentés par des chaudières communes qui utilisent de la biomasse ou alors qui brûlent des déchets, par exemple. Sobriété énergétique, hein, baisse de la température moyenne. Hein, donc, ce n'est pas parce qu'on a une maison catégorie énergie A qu'il faut surchauffer. Hein, donc, il faut rester raisonnable. Et donc, 19 degrés, c'est la consigne de température qu'on conseille habituellement. Et une électricité 100% décarbonée avec un mix nucléaire renouvelable et un stockage et pilotage de la demande. Hein. Donc le problème du nucléaire, c'est qu'il n'est pas trop pilotable, hein, pas facilement pilotable. Donc il faut qu'il soit associé à des moyens rapides de compensation de brusques sursauts de demande d'énergie. Et ça, typiquement, c'est des stockages sédentaires, des batteries par exemple, ou alors il y a différentes approches, il y a différentes technologies qui sont étudiées ou qui existent déjà hein, pour réaliser ce qu'on appelle un smart grid, c'est-à-dire un réseau intelligent. Alors l'alimentation représente 20%. Là aussi, majoritairement, vous avez répondu que vous faites attention à votre consommation de viande. Bah, c'est très bien parce qu'effectivement, c'est le levier le plus important pour réduire ces 20%-là. La viande est énormément consommatrice d'eau déjà, mais également émet beaucoup de gaz à effet de serre. Agriculture bas carbone, donc qui utilise moins de pesticides, moins d'engrais. Vous savez sans doute qu'en France, on a un gros problème avec les engrais. Vous savez quel problème d'engrais on a en France d'ailleurs? Je vais tester votre culture générale. Quelqu'un sait?
C'est quoi le problème de l'engrais en France, qui est apparu récemment dans l'actualité? Personne n'a entendu ça? Le cadmium, ça vous parle? Vous n'avez pas vu passer ce mot-clé là récemment? En fait, les engrais chimiques utilisés en France proviennent de gisements marocains qui sont riches en cadmium et ils ne sont pas extraits de, enfin ils sont pas séparés. Le cadmium n'est pas séparé de l'engrais actif finalement, et donc va se retrouver dans les champs et donc les plantes vont l'absorber et nous on va le manger ensuite. Donc le cadmium a des effets délétères sur la santé, notamment est toxique pour les reins, et ça a été découvert récemment et pris très au sérieux assez rapidement, mais malheureusement le problème est de telle ampleur que le résoudre, enfin il n'y a pas vraiment de solution pour le résoudre immédiatement. On est au courant, c'est déjà bien, avant on ne savait même pas, mais maintenant on sait que par exemple que dans les patates cultivées non bio en Bretagne, on utilise énormément d'engrais à cause d'un sol qui n'est pas très fertile, sont très riches en cadmium. Donc voilà, c'est aussi sur ça qu'il faut agir, donc limiter les intrants de l'agriculteur, et ces intrants consomment énormément d'énergie, donc émettent du CO2 et ont des effets délétères potentiels sur la santé. Lutte contre le gaspillage alimentaire, effectivement, relocalisation partielle de la production et circuits courts, et donc ça a aussi été évoqué par vous. Consommation et biens matériels, allonger la durée de vie des produits. Donc là, on est à 15%, un levier qui agit sur 15% de l'émission des CO2. Donc la réparabilité, le réemploi, la seconde main, la mutualisation, tout ça sont des pistes que vous avez évoquées. Donc c'est très bien. Sobriété numérique et électronique, limiter le renouvellement des appareils. Alors ça, ne pas remplacer son smartphone tous les 6 mois, effectivement, c'est assez vertueux. Des data centers sobres, alors là, on est encore loin du compte, surtout avec l'explosion de l'IA, qui n'est pas sobre du tout pour le coup. Économie circulaire, recyclage systématique, matériaux à faible empreinte carbone et décarbonation de l'industrie via l'électrification, la capture de CO2 ou la sobriété de la demande. Bon, alors les services publics, c'est un levier relativement faible, seuls 10%, mais là c'est plutôt de la gouvernance et de l'aide politique, donc là c'est nos politiciens qui par des incitations ou des taxes astucieuses peuvent rediriger les financements ou modifier certains comportements pour qu'ils soient plus vertueux et moins émetteurs de CO2. Donc si on résume tout ça, vous avez ici donc les différents leviers qu'on a évoqués, les 5 leviers, avec le premier c'est le déplacement, et la voiture c'est vraiment le gros levier à titre individuel, la viande, le chauffage au gaz et fioul, la maison, donc tout ce que vous achetez pour équiper votre maison, et les dépenses publiques, on voit l'enseignement quand même, qui est un peu émetteur de CO2, mais enfin, ce n'est pas non plus énorme. Et donc ça fait à peu près 10 tonnes de CO2 par personne et par an en France actuelle. Et c'est ça qu'il faudrait baisser à 1. Donc vous voyez l'ampleur du challenge. Alors, donc, si on se focalise plutôt, si on dézoome un peu le problème, donc là on s'est focalisé, là c'était vraiment un résumé rapide des notions vues dans l'atelier d'automne, si vous voulez. Donc maintenant on va un peu prendre la hauteur et s'intéresser aux autres problématiques, et la problématique générique finalement, et la source, la cause initiale, c'est la surconsommation d'énergie et l'augmentation de l'entropie. Et si vous agissez sur l'énergie, si vous réfléchissez en termes de consommation d'énergie, vous aurez une action beaucoup plus globale. Donc, comme il y a une corrélation entre consommation d'énergie et CO2, pratiquement une corrélation 1 pour 1, donc c'est tout à fait pertinent de s'intéresser à ça.
Donc la consommation d'énergie décarbonée, donc imaginez que demain on ait la fusion nucléaire, donc on disposera d'une énergie propre, hein, a priori, qui émet très peu de déchets au long cours, comme le fait actuellement la fission nucléaire, hein, et avec un accès aux ressources pratiquement illimité, hein, parce que ça sera du deutérium qui sera utilisé, qui est présent dans les océans. Et donc le problème va être déplacé si jamais on trouve, parce qu'il y a quand même des projets, vous connaissez le projet ITER, hein, donc c'est un méga projet qui regroupe plusieurs pays, dont le Japon par exemple, et qui est construit près de Cadarache en France, en Provence, hein, et qui représente des investissements de plusieurs milliards d'euros, et aussi une durée de construction du prototype, hein, qui se compte en décades, en décennies, pardon. Donc imaginez que le projet ITER soit un succès, hein. Effectivement, ça va régler le problème du climat en partie, mais ça ne va pas régler les problèmes, tous les autres problèmes, hein. Il y a quand même d'autres indicateurs, hein, de dégradation de l'environnement qui sont dans le rouge. Il y en a 3 autres, et ces 3 autres ne vont pas être réglés par la fusion nucléaire. Alors, on considère, si maintenant on s'intéresse à l'énergie, hein, donc l'objectif c'est 1 tonne de CO2 par personne et par an, mais si vous convertissez ça en énergie décent, et si vous voulez maintenir un niveau de vie décent et soutenable, il faudrait viser 5 MWh par personne et par an d'énergie décarbonée. Décarbonée. Avant, j'avais mentionné 1 MWh par personne et par an. Ça, c'est avec le mix actuel, hein. Mais évidemment, si on décarbone tout, on peut se permettre de consommer un peu plus d'énergie. Donc 5 MWh par personne et par an. Actuellement, on en est à 21 MWh par personne et par an. Donc là aussi, le challenge est de taille. Diviser notre consommation d'énergie par 4. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, hein, donc là on est dans la partie ordre de grandeur, la puissance musculaire humaine est seulement de 75 watts. Ce qui veut dire que si vous prenez votre vélo musculaire, évidemment pas vélo à assistance électrique, et que vous pédalez de manière continue et soutenable pendant une longue durée, pas un sprint, hein, que vous pouvez maintenir que pendant 30 secondes, hein, quelque chose sur la durée, vous pouvez fournir en moyenne 75 watts. C'est vraiment pas grand-chose, 75 watts. C'est... Bon, 75 watts, ici, qu'est-ce qui peut consommer 75 watts? Bon, on a des éclairages à LED, ça c'est du 6 watts. Le vidéoprojecteur, bon, vu la taille, il doit bien faire 100 watts. Sans doute l'ensemble de l'éclairage central, là, ça doit faire dans les 75 watts. Donc si quelqu'un pédalait ici dans l'amphi pour vous éclairer, là, il pourra alimenter tous les spots là, qui vous éclairent. Puissance musculaire d'un cheval, 10 fois plus, 735 watts. Et quand on parle de chevaux, ça vient de ça, hein. Ça vient de la puissance d'un vrai cheval qu'on a mesuré, enfin le cheval moyen, hein. Et c'est à peu près 10 fois la puissance musculaire d'un homme. Puissance d'une voiture moyenne, 73 kW. Vous voyez un peu le saut là, hein. C'est 1000 fois la puissance humaine, hein. C'est colossal. C'est en moyenne 80 chevaux, je dirais. Et donc 80, c'est comme si vous aviez un attelage avec 80 chevaux. Si on n'a plus de pétrole et qu'il faut repasser au cheval, à la traction animale, il faudrait 80 chevaux attelés pour l'équivalent d'un véhicule moyen actuel. Je ne sais pas si vous voyez. La puissance d'un tracteur agricole, c'est 125 kW. La puissance d'un camion moyen, c'est 300 kW. La puissance d'un porte-conteneur moyen, c'est 50 MW. Et 50 MW, c'est 666 666 humains. Donc, voilà. Quand je vous disais qu'on a des esclaves mécaniques, des esclaves technologiques qui nous permettent d'exploiter
l'énergie, notamment fossile, ben là, vous en avez la preuve. Hein. Nous, si on n'avait pas toutes ces machines, ben on serait limité à 75 watts, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. On ne pourra pas faire grand-chose. Vous ne pourriez sans doute pas étudier, là, en ce moment, parce que vous passeriez votre temps à subvenir à vos besoins essentiels. Et vos besoins essentiels, c'est quoi? C'est la nourriture. Et c'est exactement le mode de société d'avant la révolution industrielle, où l'immense majorité des habitants du pays consacraient leur temps à l'agriculture. Ils n'avaient pas du tout de temps libre. Le soir, ils étaient complètement fatigués. Ils ne pouvaient pas consacrer ne serait-ce qu'une minute à l'apprentissage de l'écriture, du calcul, ou voire se cultiver. C'était réservé aux riches, hein, à l'aristocratie. Il faut quand même voir que ces esclaves technologiques nous permettent de nous consacrer à d'autres activités qui sont, je pense, un peu plus haut niveau, on va dire. Alors, je vous ai encore listé là, bon, vous aurez le PDF de toute cette présentation, hein, donc vous pourrez zoomer si vous voulez, hein, mais bon, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tous les appareils qu'on trouve à la maison. Hein. Ce que vous devez retenir, c'est que ce qui chauffe, c'est ce qui consomme le plus. Donc, regardez le sèche-cheveux là, ça va jusqu'à 2400 watts. Ça chauffe, hein, et c'est une résistance. Voilà. Un ventilateur ne chauffe pas, donc ce n'est pas grand-chose, c'est 30 à 60 watts. Un fer à repasser chauffe, donc c'est entre 1000 et 3000 watts. Un aspirateur, alors l'aspirateur, c'est un moteur, non, ça ne chauffe pas, mais c'est un moteur quand même assez puissant qui est aux alentours des 1000 watts. Donc ça, c'est une exception, on va dire. Sinon, les fours, le sèche-linge, c'est entre 1000 et 2500 watts. Un réfrigérateur, ça ne consomme pas grand-chose, hein, c'est une pompe à chaleur inversée. Ça consomme moins de 100 watts en général. Qu'est-ce qu'on a? Une bouilloire, bah oui, ça consomme, ça chauffe, hein, donc entre 700 et 2500 watts. Friteuse jusqu'à 3000 watts. Four électrique jusqu'à 4000 watts. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que, par exemple, les lampes LED, c'est quelques watts, hein, c'est 7 watts. Je pense que là, les spots LED là, que vous avez là-haut, ça doit être peut-être, je ne sais pas, 10 watts. Hein, ce n'est pas grand-chose comparé à, je ne sais pas, une bouilloire à 1500 watts. Donc, si vous voulez faire des économies, focalisez-vous sur vos appareils électroménagers qui chauffent. Il y a des leviers systémiques, hein, donc pour la sobriété énergétique, qui agissent sur tous les secteurs en même temps. Et donc là, on va un peu s'élever et puis on va aussi considérer, disons, des aspects sociaux. Hein. Donc dans DDRS, il y a le S, hein, de sociétal. Donc ces leviers, c'est plutôt des leviers comportementaux de la société. Et il y en a un qui est souvent décrié, qui est le malthusianisme. Et il semblerait que votre génération ne soit pas du tout, n'ait pas les mêmes réflexes de rejet du malthusianisme que vos aînés, si on considère la courbe de natalité de la France, qui est en chute libre. Donc, je ne sais pas si vous le savez, hein, la natalité en France chute. Alors, il y a sans doute plusieurs explications, mais parmi les explications, et qu'on entend parfois comme arguments qui sont fournis au fait de ne pas vouloir d'enfants, c'est pourquoi mettre au monde des enfants dans une société qui court au désastre. Alors ça, c'est plutôt la vision pessimiste des choses, mais de manière un peu plus, disons, plus réfléchie ou peut-être plus conséquente, c'est pourquoi aggraver le problème alors que le problème potentiellement c'est la surpopulation. Donc certainement, s'il y a moins de monde sur la planète, on consommera moins d'énergie. Et encore, c'est pas sûr. En tout cas, voilà, les statistiques montrent que le malthusianisme semble être une réponse de vos générations, hein, parce que cette courbe-là, c'est les jeunes, hein, qui sont en âge de procréer, et là, on est en chute libre. Ça porte un nom, et c'est assez ancien, hein,
c'est un concept voilà, qui est souvent présenté comme un épouvantail, évidemment, pour les sociétés capitalistiques. Hein, donc ça va à l'encontre du réarmement démographique prôné par notre président. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc voilà, c'est vraiment un contre-courant. Hein. L'éducation, c'est un autre levier. Et là, on est en plein dedans. La formation, la sensibilisation, l'acculturation, le changement des représentations du progrès et du confort, c'est sans doute un prérequis aux transformations de plus grande ampleur. Donc là, c'est exactement l'objet de ce cours. L'économie verte, donc la notion de croissance, est lié au PIB, hein, je pense que vous le savez. Hein, donc, quand on parle de croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut. Et ce produit intérieur brut n'a pas grand-chose à voir avec le bonheur, par exemple. Hein. Donc, par croissance, si on s'arrête à la croissance, on se dit oui, on croît, c'est bien. Mais faire croître le PIB, ce n'est pas forcément l'objectif et ce n'est pas forcément soutenable. Donc, l'économie verte propose de redéfinir, par exemple, la définition de la croissance en y incluant d'autres critères hein, que des critères purement de produits intérieurs bruts, purement financiers. Ça inclut également la fiscalité écologique mondiale, une fiscalité verte, hein, le partage du travail et éventuellement une nouvelle monnaie mondiale. Et après, on va aborder quelques volets économiques, parce que le problème, il est aussi économique. Et on va faire un lien, en fait, entre flux monétaire et flux énergétique. Et enfin, innovation frugale, et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ça que je vais détailler dans la deuxième partie de ma présentation. Là, on va avoir des exemples concrets de ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur pour proposer des solutions, une partie de la solution, hein, avec des technologies simples, robustes, réparables et accessibles. Alors justement, parlons des leviers économiques. Alors vous savez que les sciences éco ne sont pas vraiment des sciences. Hein. D'ailleurs, le prix Nobel d'économie, ce n'est pas vraiment un prix Nobel. Vous savez ça? Non? C'est le prix de la Banque de Suède, qui a été rebaptisé prix Nobel. Et donc, il y a très peu d'équations. Bon, il y a des équations hein, en sciences éco, mais il y en a très peu. Pourquoi? Parce que l'humain est dans la boucle. Le perturbateur de toutes ces équations, c'est le comportement humain, qui est parfois imprévisible. Et donc là, les neurosciences sont assez éclairantes sur les principaux facteurs qui conditionnent les comportements humains. Et on a découvert qu'il y a une région du cerveau qui s'appelle le striatum, qui est un circuit clé qui est inné, hein, donc qui n'a pas besoin d'apprentissage, hein, il est là normalement dans tout cerveau moyen, et qui va privilégier certains comportements par la libération de la dopamine. Et voici les 5 renforçateurs primaires, innés, qui déclenchent la libération de la dopamine pour vous forcer, vous inciter à déjà survivre. Hein. Donc le premier renforçateur, c'est le fait de subvenir à ses besoins alimentaires, hein, donc de manger, qui libère de la dopamine, hein, donc ça c'est vraiment la survie de base. Le deuxième, c'est avoir des relations sexuelles, donc c'est la survie de l'espèce dans son ensemble. Et donc là, ça va à l'encontre normalement du malthusianisme, et ce deuxième point ne permet pas d'expliquer la décroissance de la natalité, par exemple, en France. 3, avoir du pouvoir et un statut social, ça facilite l'accès aux ressources et à la reproduction. Donc, quelque part, le point 3 agit également sur le point 2. Et le point 4 est sans doute celui qui va nous intéresser le plus dans cette présentation, parce qu'il concerne l'énergie. Le point 4, et je pense que vous le connaissez tous, celui-là, vise à fournir le minimum d'efforts pour avoir le maximum d'effets. Hein? Bon. Non, ça ne vous parle pas, ça? Bon.
Optimisation de l'énergie pour la survie, donc ça a quand même une raison d'être, hein, c'est l'optimisation génétique qui a conduit à ça, hein, dans le but d'économiser l'énergie qui était rare. Avant l'utilisation d'énergie fossile, vous aviez que 75 watts d'énergie musculaire à disposition, plus éventuellement un cheval à 750 watts. Vous ne pouviez pas faire grand-chose avec ça. Donc il fallait économiser l'énergie. Et donc il y a une incitation dans le cerveau, avec la dopamine, à fournir le plus faible effort pour le maximum d'effet. Et donc évidemment, fournir le moindre effort, c'est déléguer soit un esclave. Alors les Romains, ils avaient des esclaves. Hein. Ça peut être un esclave animal, donc le cheval, mais actuellement, les esclaves, c'est les machines. Et le dernier point qui vous concerne plus que les autres, c'est acquérir des infos, des informations, des connaissances de l'environnement pour satisfaire les 4 précédents critères. En effet, plus on est cultivé, plus on a de connaissances sur son environnement, et plus facilement on va pouvoir trouver à manger, avoir des relations sexuelles, avoir du pouvoir et un statut social. Hein, l'information, c'est critique pour ça. Et fournir le moindre effort parce qu'on connaît, enfin on a connaissance de l'existence d'une machine qui pourrait faire notre boulot à notre place. Donc ça, c'est inné en chacun de nous. Hein, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent. Et donc, on peut lutter contre nos biais naturels, hein, mais ils vont vite revenir au galop. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut vivre dans une société qui contraint quelque part ces biais naturels, parce que clairement ces biais naturels, notamment le biais qui consiste à fournir le moindre effort, va à l'encontre de la consommation plus faible d'énergie. Alors c'est notre cerveau, hein, en gros, qui nous pousse à économiser notre énergie, donc à surconsommer de l'énergie qu'on trouve ailleurs, hein, donc notamment actuellement de l'énergie fossile. Et on délègue ça à des machines qu'on fabrique, hein, dont on a à disposition. Et donc nous, on est aux premières loges en tant qu'ingénieurs pour fabriquer ces machines. Et ces machines, on l'a vu, ont souvent une puissance énorme par rapport à notre propre puissance musculaire. Leur consommation énergétique, c'est elle qui fait diverger l'entropie terrestre. La question, c'est comment réguler tout ça. Alors, est-ce que l'économie, la question c'est, est-ce que l'économie peut réguler tout ça? Alors, il y a une corrélation quasiment 1 pour 1 entre les flux monétaires d'un côté et la puissance, le flux d'énergie, donc la puissance. Quand vous achetez quelque chose à une entreprise, un vendeur, ça va déclencher toute une réaction en chaîne qui va consommer de l'énergie, surtout à l'heure du lean manufacturing, où bien souvent, quand vous faites un achat, ça déclenche la production. Hein. Et donc, quasiment immédiatement, il va y avoir une consommation d'énergie qui va être proportionnelle à votre investissement. Hein. Donc, les euros par seconde sont corrélés aux watts. Alors, je ne sais pas si vous savez comment est-ce qu'on crée la monnaie. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on crée la monnaie? Personne? Vous n'êtes pas intéressé à l'argent? Vous l'utilisez tous les jours, mais vous ne savez pas comment on la crée. Oui? Oui, la banque centrale, mais comment exactement? Comment est créée la monnaie? Pardon? Alors, la banque centrale n'emprunte pas. La banque centrale crée la monnaie. C'est effectivement elle qui va créer la monnaie par un simple jeu d'écriture. Par contre, cette création de monnaie est déclenchée par l'emprunt. Donc quand vous achetez une maison, une voiture ou quoi que ce soit, si vous achetez à crédit, vous allez à votre banque de détail, hein, qui n'est pas la banque centrale, hein, qui est la banque Crédit Mutuel ou autre,
Et donc, le fait de souscrire à un crédit va déclencher un autre crédit de votre banque auprès de la Banque centrale, parce que votre banque n'a pas toute la somme. Hein. Si vous empruntez 500 000 euros, elle a peut-être sur les 500 000 en réserve, il y a une réserve minimale hein, qu'elle doit fournir, elle a peut-être 50 000 euros qu'elle va fournir en réserve propre, et tout le reste va être emprunté auprès de la BCE. La Banque centrale européenne, la banque centrale, parce qu'on est en Europe. Si vous êtes aux États-Unis, c'est la Fed qui va créer cette monnaie. Alors, c'est assez intéressant quand même de savoir comment se crée la monnaie, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, la monnaie, les flux monétaires sont corrélés avec les flux énergétiques. Et donc, actuellement, il y a quand même énormément d'investissements qui sont faits par l'emprunt. Donc, surveiller la masse monétaire, l'accroissement de la masse monétaire au niveau de la BCE, ça nous donne une bonne idée de l'intensité des flux monétaires. Et regardez, alors, ça, c'est les courbes d'évolution de la masse monétaire. Alors, il y a différents indicateurs, M1, M2, M3, bon, qui sont assez similaires. Hein, mais bon, vous voyez que tous les indicateurs de masse monétaire hein, sont en croissance. Et là, on est en échelle log, donc sont en croissance linéaire en échelle logarithmique, donc exponentielle en échelle linéaire. Ce qui veut dire que les flux d'argent croissent de manière exponentielle, et comme les flux d'énergie sont corrélés aux flux d'argent, l'énergie, la consommation d'énergie augmente de manière exponentielle. Donc l'emprunt est un catalyseur des flux monétaires. Hein, quand vous faites un gros investissement, typiquement un investissement immobilier, vous faites un emprunt qui va créer de l'argent ex nihilo, il faut bien comprendre ça, hein, la BCE va créer de l'argent pour vous, hein, c'est juste un jeu d'écriture, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Bon, sauf que vous êtes obligé de rembourser quand même. Hein. Ce n'est pas de l'argent qui est créé, qui est injecté dans le système et vous n'avez pas besoin de rembourser. À un moment, vous le remboursez, donc il y a destruction de nouveau d'argent hein, au moment où vous remboursez. Mais n'empêche, transitoirement, il y a un flux monétaire qui est déclenché, et ce flux monétaire va créer un flux d'énergie qui va donc augmenter l'entropie du monde. Alors comment agir au niveau économique ? Le levier le plus basique et celui qui fait le plus mal et celui qu'on connaît tous, c'est les taxes. Donc les taxes peuvent être vues comme un frottement, une friction, une résistance dans les échanges. Plus vous mettez de taxes, plus ça va freiner les agents économiques dans leur velléité d'achat. Et donc si vous ciblez sur des produits en particulier, par exemple une taxe sur les vols en avion, une taxe sur les grosses bagnoles, ce genre de taxes qualifiées de vertes, vous allez, en tant que politicien, qui décide de ces taxes, parce que là, effectivement, c'est plutôt la politique qui va voter ce genre de mesures, les politiciens, vous allez influencer le comportement des agents économiques. Et donc ça, c'est finalement l'argent, c'est sans doute le meilleur moyen d'influencer la population, enfin les gens en général, et peut-être de contrer les biais naturels de notre cerveau via ce que nous dicte le striatum. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'argent conditionne nos comportements. Si vous êtes là aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a un certain nombre, c'est potentiellement peut-être pour le salaire qui va avec le métier d'ingénieur. Au jour le jour, vous surveillez votre compte en banque. S'il se retrouve à découvert, vous allez changer de comportement. Vous allez potentiellement moins dépenser. Vous allez peut-être, je ne sais pas, changer de logement qui est trop cher, ou alors
éventuellement vendre un bien pour avoir à nouveau une certaine liberté économique. Donc l'argent est un puissant influenceur finalement de comportement, et agir sur l'argent, c'est un levier majeur pour les politiciens, pour les politiques, notamment les politiques vertes. Donc il y a des taxes ciblées, donc sur l'énergie. Là j'ai fait un focus sur la France, taxes sur les carburants. Vous savez qu'en France, les carburants sont énormément taxés. Et on a voulu d'ailleurs les taxer encore plus, et ça a donné le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La consommation d'électricité, sur les émissions de carbone également. Vous avez des malus écologiques sur les voitures particulièrement polluantes, et vous avez des taxes sur les déchets à tous les niveaux, y compris au niveau industriel. Alors d'un côté, vous avez le bâton, et de l'autre côté, vous pouvez avoir la carotte. Et la carotte, c'est les incitations. Et les incitations, c'est par exemple les primes pour l'aide à la rénovation énergétique. Ma prime rénov' permet d'inciter à faire des travaux d'isolation, par exemple. Les prêts à taux zéro, les éco-prêts à taux zéro, c'est la même idée. La TVA à taux réduit sur les pompes à chaleur, par exemple, c'est la même idée. Les primes pour l'achat d'un véhicule électrique, ou alors voilà. Donc toutes ces mesures-là incitent en fait à rediriger les capitaux vers certains achats qui sont considérés comme vertueux, mais ça va quand même consommer de l'énergie parce que vous allez acheter. Ce n'est pas comme les taxes où vous allez éventuellement ne pas acheter parce que c'est trop taxé. Là, vous allez acheter quelque chose dont on espère qu'il va consommer moins d'énergie, donc faire augmenter moins vite l'entropie. Donc le bilan est mitigé. Alors on a également des leviers macro. Là on s'élève encore, donc là on était au niveau des agents économiques, mais il y a également des leviers macroéconomiques. Et le principal, c'est la croissance. Et la croissance, comme je vous l'ai déjà dit, est définie comme celle du produit intérieur brut. Donc en gros, c'est la mesure de l'ensemble des dépenses faites par les agents économiques. Donc tout ce que vous dépensez dans une année, donc tous les flux monétaires de l'année, sont intégrés et définissent ce qu'on appelle la croissance, enfin définissent un PIB, et on compare ce PIB à l'année précédente et on espère qu'il va croître. Les objectifs de croissance du PIB en France, aux États-Unis, sont autour de 2%. En Chine, c'est aux alentours de 5%. Donc là, on a un PIB qui représente des flux monétaires qui croît tous les ans, en France de 2%, en Chine de 5%. Donc c'est encore une fois une suite géométrique de raisons strictement supérieures à 1, donc une divergence exponentielle, qui est donc corrélée au flux d'énergie, donc qui va provoquer la divergence de l'entropie. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la croissance verte. Quelqu'un a entendu parler de cette arnaque qu'est la croissance verte? Non? Ça ne vous intéresse pas, l'économie? Je ne sais pas, j'entends beaucoup qui discutent là, qui sont ailleurs. Vous avez tort de ne pas vous intéresser à l'économie. L'économie, c'est sans doute la clé de la solution. Comme je vous disais, rien ne peut plus motiver quelqu'un à changer de comportement que l'argent. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Et l'argent, intrinsèquement, c'est pas mal, ni bien. C'est plutôt une belle idée, l'argent. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire de l'argent, c'est basé sur la confiance. Ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Et fiduciaire, ça vient du latin, et ça signifie la confiance. Et s'il y a perte de confiance dans l'argent, si demain, vous n'avez plus confiance en la valeur de l'euro, le système s'effondre. Et c'est quand même assez pratique, parce que si le système s'effondre, on en revient à quoi? On en revient au troc.
Alors imaginez acheter votre nouveau smartphone en le troquant contre quelque chose d'autre. Vous voyez la difficulté ? Donc vous voyez à quel point c'est pratique quand même l'argent. Alors c'est sûr que vous n'en gagnez pas encore pour le moment, donc peut-être vous en foutez. Mais je vous conseille, en France, on n'est pas assez acculturé aux choses économiques, contrairement aux États-Unis, où les jeunes doivent, dès leur premier emploi, penser à leur retraite par capitalisation. C'est eux qui achètent des actions, donc les jeunes aux États-Unis, ils sont beaucoup plus au courant, disons, du fonctionnement de l'économie, et s'ils ne le font pas, ils n'ont pas de retraite. Vu le chemin que prend la retraite en France, je vous conseille fortement de suivre, de vous inspirer de ce que font les jeunes Américains, qui notamment achètent des actions, s'intéressent pas forcément aussi aux investissements éthiques, ça existe. Ils s'intéressent aux crypto-monnaies aussi. La crypto-monnaie est quand même une monnaie qui est aussi fiduciaire. Quand les gens n'y croient plus, elle tombe à zéro. Et là, le Bitcoin, de temps en temps on y croit, de temps en temps on n'y croit pas. Donc ça fluctue quand même beaucoup, mais c'est quand même assez intéressant du point de vue sociologique, cette nouvelle possibilité qui s'offre dans le domaine économique. Et il y aura peut-être des innovations qui viendront de ces nouveaux possibles, qui sont liés là pour le coup à la technologie. Donc je vous incite à ouvrir vos horizons. On est en tant qu'ingénieur, c'est pas une critique, quand j'avais votre âge, je ne m'intéressais absolument pas à l'économie. Donc je peux très bien me mettre à votre place. Par contre, je mesure à quel point j'aurais dû m'intéresser à l'économie à votre âge, maintenant. Et c'est pas ça. C'est sûr, quand on est ingénieur, tout ce qui est l'argent, on s'intéresse aux machines, à la technologie, aux équations, à l'astrophysique, enfin aux choses nobles. Et l'économie, il faut faire avec, mais il y a une certaine hiérarchisation et puis on considère que ça ne vaut pas grand-chose. Mais détrompez-vous, l'idée est géniale parce qu'elle est simple. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un billet d'1 euro, mais personne ne sait, ou très peu de monde sait, comment c'est créé et quel est l'historique de l'initialisation d'un système monétaire. Intéressez-vous à ça, comment le système s'est initialisé. Je ne sais pas si vous le savez. Qui sait comment le système monétaire s'est initialisé? Parce que au début, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'argent dans le système. Comment on injecte de l'argent dans le système au début? Ok, il n'y a personne qui sait. Pourtant, c'est super intéressant. Comment initialiser un système monétaire? Et vous apprendrez qu'il y a des systèmes monétaires qui sont effondrés. Il y a eu des tentatives de création de systèmes monétaires, il y a eu perte de confiance, il y a eu effondrement de ces systèmes. 100 ans plus tard, on a oublié, tiens, si on refaisait pareil, et là, ça a pris, ça a marché, quoi. Mais c'est uniquement avec le temps que la confiance se constitue et se solidifie. Et elle est très fragile, cette confiance. OK. Alors, la croissance verte, c'est une vaste arnaque qui consiste à dire qu'on peut faire de la croissance, donc de la croissance au sens du PIB, tout en diminuant les émissions de CO2 ou en diminuant la consommation d'énergie. Ça n'a jamais été... Donc ça s'appelle le découplage. Parce qu'actuellement, c'est complètement corrélé. Comme je vous l'ai expliqué, plus les achats cumulés d'une année augmentent, plus les flux monétaires de toute l'année vont augmenter, et donc plus les flux d'énergie vont augmenter. Ça, c'est une corrélation qui marche à 100%, vraiment, c'est 1 pour 1. Et on n'a jamais démontré qu'on pouvait décorréler l'énergie du PIB. Et donc, c'est quelque part du greenwashing économique pour essayer de faire comme avant, mais en se donnant bonne conscience. Donc, quand vous entendez... Alors, encore une fois, donc là, c'est basé sur des recherches que j'ai faites pour ce cours lors des séances d'ingénierie durable. Par contre, je vous incite à faire votre propre opinion.
Hein. C'est aussi le but de tout ça, c'est de vous inciter à vous cultiver et d'aller au-delà de votre zone de confort, de technologie, enfin du domaine qu'on vous apprend à l'école, qui vous intéresse forcément, vu que vous avez fait ces études. Il faut absolument que vous élargissiez votre culture au domaine historique, économique, politique éventuellement. Il n'y a pas assez d'ingénieurs en politique, et pourtant les leviers politiques sont très forts. On critique les politiciens, mais bon, si on les critique et qu'on ne fait rien derrière, et s'il n'y a aucun ingénieur qui, à un moment, se dit ok, je vais proposer quelque chose d'autre, il ne se passera rien, clairement. Si c'est toujours des énarques qui sont au pouvoir, eh ben voilà, ça sera des politiques d'énarques. Donc, ce qu'il faut, c'est redéfinir la croissance avec d'autres indicateurs. Et par exemple, un indicateur de bien-être, alors là, la question, c'est comment est-ce qu'on le mesure. Mais bon, il y a des pistes, il y a des réflexions, il y a des propositions qui vont dans ce sens-là. Ou alors, un indicateur de durabilité ou de soutenabilité. Donc là aussi, il y a des travaux, il y a des économistes dans cette mouvance-là qui font des propositions à voir si ça va déboucher sur des choses concrètes. Alors, on a bientôt fini donc, cette partie introductive générale, histoire de vous donner, disons, des clés de réflexion qui sont un peu plus larges que ce que vous voyez habituellement. Et là, on va encore parler, avant de parler d'exemples, parce que la deuxième partie, ça va être toute une série d'exemples, là, dans notre domaine, la technologie, où je vous présenterai des réalisations, notamment en robotique, qui suivent une démarche d'innovation frugale. Donc là, du concret, vous verrez des robots, des évolutions, différentes versions de prototypes qui suivent cette démarche qui pourrait être une solution aux problèmes qu'on a évoqués. Par contre, avant de passer à ça, il faut évoquer le technosolutionnisme. Donc il y avait dans le questionnaire des questions qui visaient à évoquer en fait cette problématique. Quand je vous demandais si les technologies peuvent régler les problèmes qu'elles ont créés, c'était quelque part en creux évoquer le technosolutionnisme. Donc qui a déjà entendu parler de ce mot-là, technosolutionnisme ? Personne ? Personne n'a entendu technosolutionnisme ? C'est un néologisme qui est apparu il y a à peu près 5 ans. Non ? Jamais ? Alors, c'est quand même important en tant qu'ingénieur de connaître ça, parce que si on vous balance « ouais, mais ça c'est du technosolutionnisme », il faut savoir décoder, quoi. Il ne faut pas dire « ah bah oui, évidemment, c'est ça ». Non, c'est péjoratif, clairement péjoratif, ce mot. Si on vous dit « vous faites du technosolutionnisme », en gros, on vous dit « vous n'avez rien compris ». Donc le technosolutionnisme est intimement lié à l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, qui a déjà entendu parler de l'effet rebond ? Ok, donc ça se confirme, votre culture G. Jamais entendu ? Ok. Alors, l'effet rebond est une notion d'économie également. On a démontré qu'on a beau améliorer les systèmes, les rendre plus économes en énergie, plus efficaces, le fait de les rendre plus efficaces va augmenter leur usage. Donc au final, on va consommer plus. C'est quand même paradoxal. Par exemple, les machines à vapeur, on a observé, ça date des machines à vapeur d'ailleurs. Donc l'économiste qui a inventé ce concept, il a vécu durant la révolution industrielle. Et il a observé, par exemple, pour les machines à vapeur, quand on augmentait leur rendement, on pourrait se dire, ok, on va faire baisser la quantité de charbon qu'on consomme globalement. Pas du tout. La quantité de charbon a augmenté parce qu'il y a eu plus de machines à vapeur. Parce qu'elles coûtaient moins cher à opérer. Et ça, on l'observe à tous les niveaux. Et c'est exactement, c'est le poison mortel finalement pour l'ingénieur.
l'effet rebond. Hein, parce que il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui ont répondu, qui croyaient que leur action en tant qu'ingénieur va avoir une action déterminante, c'est le déterminante qui est important, hein, sur les problématiques environnementales. Mais quelque part, l'effet rebond vient complètement contrecarrer ça. Donc, ceux qui ont répondu vont avoir un peu d'action sur les problèmes environnementaux, sont sans doute plus proches de la réalité, de ce qui va se passer, parce que la technologie toute seule ne va pas régler toute seule les problèmes qu'elle a engendrés. Ça, c'est pratiquement sûr, et c'est des principes d'économie qui n'ont jamais été contredits. Hein. J'ai beau chercher, je vous engage à chercher d'ailleurs des contre-exemples de l'effet rebond, hein, vous n'en trouverez pas. Si vous en trouvez, dites-le moi, hein, ça m'intéresse. Donc c'est une fatalité. Quelque part, c'est une fatalité et on ne peut pas y échapper. Et donc, se dire que se contenter de la technologie, d'optimiser les machines pour régler les problèmes environnementaux, ça ne va jamais marcher. Alors, l'innovation frugale, hein, c'est une démarche qui est une démarche d'ensemble, hein, qui est un rouage dans l'ensemble d'une machine qu'il faut mettre en place pour régler les problèmes. Hein. Et c'est là que l'ingénieur peut agir, hein, mais de façon un peu plus modeste, en se disant, bon, ok, je vais pouvoir contribuer, mais ce n'est pas moi qui vais révolutionner, qui vais solutionner entièrement le problème. Hein, parce que le problème, il est transversal, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Il est politique, il est économique, il est aussi législatif, hein, au travers des taxes, des lois, etc., et éventuellement technologique. Donc la technologie n'est qu'une seule brique, et l'innovation frugale vise à proposer des solutions de manière à innover en consommant un minimum de moyens et en étant le plus réparable possible et en faisant exactement l'opposé de l'obsolescence programmée. En gros, c'est faire mieux avec moins. Donc cet effet rebond a été démontré par Jevons, qui est un William Stanley Jevons, en 1865, donc au beau milieu de la révolution industrielle. Et il dit la chose suivante: à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource augmente au lieu de diminuer. Par exemple, les conducteurs de véhicules électriques parcourent en moyenne plus de kilomètres que les conducteurs de véhicules thermiques parce que ça coûte moins cher. Et parce qu'ils ont meilleure conscience. En roulant, je pollue moins, donc je peux me permettre de polluer plus. Ça, c'est des observations, c'est des statistiques, c'est la réalité. Les habitants d'une maison de classe énergétique A ont tendance à mettre une consigne de température supérieure que celle qui habitent les passoires thermiques. Donc au lieu de mettre 19 degrés, on se permet de mettre 22 degrés, bah, ce n'est pas un problème. On est dans une maison super bien isolée, donc ça ne coûtera pas cher. Donc au final, l'énergie consommée, au lieu de diminuer, elle augmente. Oui, ça paraît fou, mais c'est des études sérieuses qui le démontrent dans tous les domaines. Il n'y a pas de contre-exemple. C'est absolument incroyable. Pareil pour l'éclairage LED. Il devrait conduire à une baisse de la consommation d'électricité pour l'éclairage. C'est tout le contraire qui se produit. Je ne sais pas si vous avez vu tous les panneaux publicitaires qui fleurissent, qui sont notamment éclairés avec des LED et qui fonctionnent toute la nuit. Et d'ailleurs, il y a des associations qui les éteignent de manière un peu préemptive. Et bien voilà, c'est l'exemple type. On se permet, du coup, comme ça coûte moins cher, on se permet d'éclairer plus, de l'utiliser plus pour de la publicité notamment. Et au final, ça consomme plus. Ça, c'est l'effet rebond. Donc si vous ne le connaissiez pas, cet effet rebond, je pense que c'est le moment de retenir. C'est donc l'économie qui nous enseigne ça. Hein. Et pour un ingénieur, je pense que c'est quand même important de savoir pourquoi on bosse, hein, et si votre travail
au final fait l'inverse de l'objectif initial, c'est quand même un problème. Alors pour conjurer cet effet rebond, il y a des leviers. Donc, par exemple, un design anti-rebond, alors ça c'est quand même encore assez expérimental. Un produit qui fournit une information sur son taux d'usage et qui nécessite un paiement supplémentaire pour débloquer un usage au-dessus d'un certain seuil. Bon, ça paraît un peu compliqué quand même, et je ne sais pas si ça va séduire beaucoup de monde, parce que là on est dans le domaine économique. Il faut aussi que les gens adhèrent et achètent le produit. Le deuxième point me paraît un peu plus réaliste, c'est vendre un usage plutôt qu'un produit. Et on assiste à une transition de l'économie dans ce sens-là. On vend des kilomètres plutôt qu'un véhicule, et on vend un confort, par exemple, thermique, plutôt qu'un chauffage. Donc là, il y a une piste. Est-ce que les crypto-monnaies vertes qui peuvent intégrer une incitation algorithmique à la frugalité, à la sobriété, pourraient constituer un débit de piste? C'est une question. Et la macroéconomie qui favorise la croissance de l'épanouissement personnel plutôt que la croissance des dépenses, s'il y a une incitation à être plus sobre, si ça devient tendance d'être sobre, peut-être que les comportements vont changer. À voir. Alors, on va faire une pause. On va reprendre à 35. Alors, la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, va être dédiée à des exemples de robotique qui suivent une démarche d'innovation frugale. Il se trouve qu'en France, on a une communauté robotique particulièrement sensibilisée à ces problématiques-là au niveau national. Et on a même un groupe de travail au niveau national qui vise à faire des propositions dans ce domaine-là. Donc la deuxième partie va être du concret. Pour ceux qui sont complètement allergiques à l'économie ou à des problèmes autres que des problèmes d'ingénieurs, là on va redescendre sur Terre. Ça vous parlera, je l'espère, peut-être plus. Et vous aurez du concret. Voilà, on se retrouve dans un quart d'heure.